Alors que l'eau s'engouffre, le sort de tous les hommes, sauf 4, est scellé. En moins de 48 heures, leurs supérieurs les abandonneront pour sauver le navire et leurs familles seront laissées pour compte. L'arrivée des torpilles et de l'électricité rend les sous-marins essentiels à la guerre. Le 7 mai 1915, le sous-marin allemand U-20 coule le paquebot britannique RMS Lusitania. Au début des années 1930, il est clair que les sous-marins joueront un rôle important dans les conflits futurs. Vers la fin des années 1930, les tensions entre les nations européennes et l'Allemagne nazie s'intensifient et la perspective d'une seconde guerre mondiale devient de plus en plus probable. En Grande-Bretagne, le haut commandement de la Royal Navy est pleinement conscient de la menace que représentent les sous-marins allemands plus performants et fait tout son possible pour améliorer la flotte de sous-marins britanniques. En prévision du déclenchement de la guerre, 15 nouveaux sous-marins de la classe Triton ou T sont commandés en 1935 pour remplacer les sous-marins obsolètes des classes O, P et R que les Britanniques utilisaient jusque-là. Chacun des sous-marins reçoit un nom commençant par la lettre T. Le HMS Thetis, ou sous-marin de Sa Majesté Thétis, commence sa construction en décembre 1936 au chantier naval Camelde à Birkenhead. Le HMS Thetis, long de 82 mètres, est le premier sous-marin de classe T construit par la société Camelde. Nommé d'après Thétis, la mère d'Achille dans la mythologie grecque, il est lancé avec un baptême au champagne le 29 juin 1938. Il est frappé de malchance dès le début. Lors de ses premiers essais en mer en avril 1939, le premier problème majeur est que le système de direction a été installé à l'envers. Lorsque la barre est tournée à tribord, le navire vire à bâbord et vice-versa. Ensuite, lors de la préparation de sa première plongée, les barres de plongée avant, qui contrôlent la vitesse de descente d'un sous-marin, se bloquent complètement en position de plongée rapide, obligeant à abandonner les essais. Un mois plus tard, l'équipement de la soute à torpilles est testé avant la maintenance de routine du navire. Le compartiment des torpilles est peint avec une couche de peinture émail. Les portes des tubes lance-torpilles sont peintes et scellées. Une petite erreur facile à corriger mais qui n'est pas remarquée. Vers la fin du mois de mai, Thétis se prépare pour une deuxième série d'essais en mer. Le matin du 1er juin 1939, le commandant de la Royal Navy, Bolas, conduit le navire le long de la côte nord du pays de Galles jusqu'à une zone d'entraînement en mer d'Irlande pour leur première plongée. Lors du trajet depuis Birkenhead, le commandant Bolas remarque que Thétis semble flotter haut sur l'eau et qu'elle gîte légèrement sur bâbord. À bord se trouve l'équipage, plusieurs officiers de la marine, dont le capitaine HPK Oram, et les commandants de 2 sous-marins jumeaux, Taku et Trident. Au total, 103 personnes sont à bord, dont 50 passagers parmi lesquels des officiers de l'amirauté, des employés de Camelde, des représentants d'autres sociétés d'ingénierie et des navires locaux. Le pilote Norman Wilcox et les traiteurs sont là pour fournir des sandwichs, de la bière et des tourtes lors d'une réception après les essais en mer. Le Thétis est accompagné d'un remorqueur nommé Grepcock, commandé par Alfred Godfrey. 2 marins de la marine et 2 employés de Camelde sont à bord du remorqueur, assurant la liaison entre le Thétis et le Grepcock. Le remorqueur veille à l'absence d'autres bateaux durant les essais de plongée. À 13h30, le Thétis est prêt pour sa première plongée. Le remorqueur d'escorte demande si l'un des 50 passagers souhaite débarquer du Thétis avant la plongée, mais c'est une occasion excitante que personne ne veut manquer. Le Thétis possède 6 compartiments étanches, en commençant par la zone des torpilles à la proue et en terminant par le compartiment de direction à la poupe. À 13h40, le commandant Bolas envoie leurs coordonnées de plongée au quartier général des sous-marins, HMS Dolphin, accompagné d'un court message. « Nous plongeons maintenant ». Le capitaine Godfrey, sur le remorqueur Grepcock, constate que le Thétis peine à s'immerger. Pendant environ 1 heure, le Thétis manœuvre, tourne en rond et s'enfonce lentement dans l'eau. À bord, le commandant Bolas découvre que la proue du sous-marin semble légère et, quoi qu'ils essaient, ils n'arrivent pas à plonger sous la ligne de flottaison. Il envoie des officiers enquêter. Les tubes lance-torpilles à la proue du navire sont parfois utilisés comme ballast pour équilibrer la flottabilité du navire. L'officier torpilleur, le lieutenant Fred Woods, inspecte les tubes lance-torpilles un par un pour vérifier s'ils contiennent de l'air ou de l'eau. Il pense qu'ils contiennent de l'air car le navire est haut sur l'eau. La façon de vérifier si les tubes sont inondés consiste à ouvrir un tout petit robinet sur la porte du tube lance-torpille. Si de l'eau en sort, alors vous savez que le tube est inondé.
Quand le lieutenant Woods ouvre le robinet du tube lance-torpille numéro 5, seules quelques gouttes d'eau en sortent, ce qui est normal. La porte intérieure du tube lance-torpille est bloquée par la peinture. La peinture émaillée est suffisamment résistante pour retenir l'eau au niveau du robinet d'essai. Le lieutenant Woods ouvre la trappe intérieure pour inspecter le tube. La porte extérieure du tube lance-torpille est en fait grande ouverte et le tube est complètement inondé. Quand il ouvre la trappe intérieure, la porte cède aussitôt et des centaines de gallons d'eau de mer inondent le compartiment des torpilles. Woods et les autres membres d'équipage essaient de refermer la trappe, mais la pression de l'eau de mer est trop forte pour eux. Le poids soudain de l'eau qui s'engouffre, combiné au plan de plongée avant réglé pour une plongée prononcée, fait piquer du nez le Thétis. Il commence à couler presque immédiatement. Lorsque j'enquête sur des catastrophes maritimes et que je reconstitue les derniers instants d'un navire, les bonnes images sont essentielles. C'est pourquoi Storyblocks est devenu une partie essentielle de mon processus de travail. C'est la boîte à outils créative tout en un sur laquelle je compte, réunissant plus de 7 millions de ressources de stock de haute qualité en un seul endroit. Si j'ai besoin de recréer exactement la tension d'une tempête déchaînée, je peux instantanément trouver des séquences de vagues puissantes et les associer au son du vent hurlant pour construire le récit. Et s'il manque quelque chose, j'utilise leurs outils d'IA intégrés. Avec le montage vidéo assisté par l'IA de Runway, je peux personnaliser rapidement les séquences tout en gardant un contrôle créatif total. Et avec la voix off IA propulsée par Eleven Labs, je peux créer une narration qui correspond à l'histoire. Parce qu'il est conçu pour la rapidité et la simplicité, j'accède à toute la bibliothèque directement dans After Effects et Premiere Pro grâce au plugin Storyblocks. Je gagne des heures chaque semaine, ce qui me permet de me concentrer sur la recherche plutôt que de chercher sur plusieurs plateformes. Storyblocks me donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, je peux télécharger un nombre illimité de contenus. C'est une option incroyablement économique. Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code. Vous pouvez obtenir 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. J'ai hâte de voir ce que vous allez créer. J'espère que tout se passera bien. Juste avant 15h, l'équipage du remorqueur de soutien entend un fort souffle d'air et regarde le HMS Thétis disparaître rapidement sous la surface. Le commandant à bord du Grebcock est choqué par ce qu'il voit. L'étrave du Thétis est submergée tandis que sa poupe se soulève. Ce n'est pas normal. Le lieutenant Woods ordonne à tout le monde de sortir et tente de fermer la porte étanche du compartiment des torpilles. Le Thétis est incliné vers l'avant et la lourde porte en métal pend maintenant dans les compartiments à torpilles. La porte s'est maintenue ouverte par un loquet situé à l'intérieur du compartiment derrière elle. Un membre de l'équipage descend dans le compartiment et décroche le loquet. Le lieutenant Woods se tient au-dessus de la porte du compartiment des torpilles. Il essaie de tirer la porte vers lui. Avec la partie avant du sous-marin qui se remplit rapidement d'eau, le poids de la porte et l'angle de la plongée, il est presque impossible de fermer la porte. Avec l'aide de son équipe, le lieutenant Woods parvient à soulever la porte. Mais la porte ne possède pas un mécanisme de verrouillage central. Elle a 18 boulons papillons. Certains de ces boulons pendent et empêchent la porte de se fermer. Chaque boulon papillon doit être ouvert avant que la porte puisse être remise en place, et des meubles sont tombés sur la porte en métal déjà très lourde. L'équipe parvient à verrouiller seulement un boulon papillon. Ils abandonnent leur tentative et essayent de grimper par le compartiment de stockage des torpilles pour atteindre le compartiment 3, la zone d'habitation. Arnold Cunningham et d'autres membres de la salle des machines tentent de fermer la porte entre la zone d'habitation et le compartiment de stockage des torpilles. Mais l'équipage des compartiments de stockage et des torpilles essaie toujours de sortir. Arnold envisage de sceller la porte et de laisser certains hommes derrière pour sauver le sous-marin et le reste de l'équipage. Il a l'avantage de la position élevée et, dans un combat pour la vie ou la mort, il a l'avantage. Ce type de décision difficile est reconnu parmi les sous-mariniers comme une mesure de sécurité potentielle. Mais il attend que tout le monde soit en sécurité avant de sceller la cloison étanche. Les 2 compartiments étanches avant sont complètement inondés avant d'être isolés. En surface, le remorqueur Grebcock n'a pas jeté l'ancre et dérive loin de la dernière position connue du sous-marin. Dans la salle de contrôle du Thétis, l'équipage constate un nouveau problème. Le capitaine Oram ordonne de souffler les ballasts principaux afin d'augmenter la flottabilité. Mais à cause de l'inclinaison du navire, l'eau envahit les ballasts plus vite qu'elle n'est pompée. Alors l'opération est arrêtée pour économiser les ressources.
Ils réduisent aussi la consommation électrique pour préserver l'autonomie des batteries. Maintenant, alourdie par des tonnes d'eau, la proue coule à 30 mètres jusqu'au fond de la mer, s'enfonce dans la vase et ils ne peuvent pas se dégager. Ils sont piégés sur le fond marin, à 30 mètres sous la surface de la mer d'Irlande. Leur équipement de communication, l'ASDIC, est un sonar primitif et il est endommagé, donc ils ne peuvent pas contacter la surface. Ils espèrent qu'une fois le Thétis signalé en retard, de l'aide sera envoyée pour les secourir. Les officiers de la Royal Navy, sans contact avec le Thétis depuis plus de 3 heures, inquiets, ordonnent une recherche dans la zone. Le destroyer de la Royal Navy, le HMS Brazen, déjà à proximité dans la mer d'Irlande, est envoyé pour aider à localiser le Thétis. Il commence à fouiller la zone et trouve le remorqueur d'escorte. Le HMS Thétis transporte suffisamment d'air pour rester immergé pendant environ 36 heures avec son équipage habituel de marins. Mais avec les 50 passagers supplémentaires à bord, ce temps est réduit de moitié. Les hommes restent calmes, discutant de sport et de l'accueil qu'ils recevront après leur sauvetage. Mais au fil des heures, sans aucun signe de sauvetage en surface, le commandant Bolas commence à s'inquiéter de la diminution de la réserve d'air. À bord du Thétis, l'équipage propose un plan pour aider les sauveteurs en surface. Ils décident de vider la majeure partie de l'eau potable des réservoirs arrière. Cela rendra l'arrière du Thétis suffisamment flottant pour remonter à la surface. Après tout, le sous-marin mesure 82 mètres de long et ils ne sont qu'à 30 mètres de profondeur. Le plan fonctionne et la partie arrière du Thétis perce la surface, émergeant bien au-dessus de l'eau, clairement visible pour toute personne à proximité. Mais les navires de sauvetage cherchent au mauvais endroit. La nuit tombe et le Thétis n'a pas été localisé. Au fur et à mesure que le temps passe, sans aucun signe de secours, le commandant Bolas demande des volontaires pour commencer l'évacuation du navire par l'écoutille de secours. L'équipage possède des équipements d'évacuation, mais peu savent les utiliser correctement. Bien sûr, les 50 passagers à bord n'ont aucune idée de la façon de s'échapper d'un sous-marin coulé. Le premier à se porter volontaire est le capitaine Harry Oram. Cela pourrait sembler être un capitaine cherchant à quitter le navire en premier, mais en réalité, c'est un acte très altruiste. Le capitaine Oram est l'officier supérieur de la flotte, mais il n'est pas le commandant de ce navire et c'est une opération dangereuse. Pour sortir du bateau par la trappe de secours, les évadés doivent grimper dans la chambre d'évacuation, puis inonder la chambre avec l'eau glaciale de la mer d'Irlande pendant qu'ils sont à l'intérieur afin d'égaliser la pression avant de pouvoir ouvrir la trappe extérieure. Avec le sous-marin incliné à un angle aussi raide, rien ne garantit que la trappe extérieure s'ouvrira correctement et les occupants pourraient enfin se noyer dans le sas. Même s'ils parviennent à sortir et à atteindre la surface en toute sécurité, il est possible qu'aucun navire de secours ne soit en vue. Cela rend très probable qu'ils puissent se noyer ou mourir de froid avant d'être secourus. Le capitaine Oram colle un message sur ses vêtements décrivant la situation à bord et la nécessité de faire entrer de l'air frais dans le navire. Si son corps est retrouvé, même décédé, il peut encore aider les hommes restants. Le capitaine Oram réussit à faire l'ascension de 6 mètres jusqu'à la surface, où il attend dans l'eau froide et sombre. Puis un autre marin, le lieutenant Woods, passe par la trappe de secours et le rejoint. Au moins, il a de la compagnie. À 07h00 le lendemain matin, les vigies du HMS Brazen aperçoivent enfin la poupe qui dépasse de l'eau et 2 hommes flottant à proximité. Les hommes sont vite secourus et rapportent ce qui s'est passé sous la ligne de flottaison. Le capitaine Oram et le lieutenant Woods expliquent les circonstances à l'intérieur du Thétis. Avec le manque d'air et la hausse du dioxyde de carbone, le temps presse pour les personnes piégées à l'intérieur. Tôt dans la matinée du 2 juin, le lendemain du naufrage du Thétis, des plongeurs du HMS Tedworth arrivent sur place et commencent à évaluer la situation. Ils indiquent que la poupe du sous-marin dépasse un peu de l'eau, mais que l'écoutille principale, offrant une sortie plus facile, est immergée. Un plongeur est envoyé sous l'eau pour tenter de raccorder un tuyau d'air. Malheureusement, le plongeur ne dispose que de 30 minutes d'air et n'arrive pas à raccorder le tuyau à temps. En surface, la situation devient de plus en plus chaotique. Des foules commencent à se rassembler le long du rivage pour observer le drame qui se déroule. La presse est partout, couvrant chaque évolution. À bord du Thétis, les conditions deviennent insupportables à mesure que le dioxyde de carbone s'accumule et que l'oxygène commence à manquer. Le commandant Bolas ordonne à ses hommes de s'échapper par groupe de 4 par l'écoutille de secours. C'est un plan désespéré pour faire sortir au moins quelques hommes du Thétis et faire durer l'oxygène restant plus longtemps. Lors de la première tentative, un homme panique alors que la chambre s'inonde.
Il arrache son masque et essaie d'ouvrir l'écoutille extérieure avant que le tube ne soit complètement inondé, bloquant ainsi l'écoutille extérieure. L'équipage ouvre alors l'écoutille intérieure et ramène les 4 hommes à l'intérieur. 3 hommes se sont déjà noyés. Le survivant leur dit que l'écoutille extérieure est maintenant bloquée, rendant toute autre tentative de fuite impossible. Désespérés de s'échapper, 2 autres hommes décident tout de même d'essayer. Les 2 hommes ouvrent l'écoutille bloquée et sont récupérés à la surface par des bateaux de sauvetage. À ce moment, de nombreux hommes du Thétis s'évanouissent ou sont étourdis par le manque d'oxygène. Ils ne sont pas en état d'accomplir des tâches simples, encore moins de tenter de s'échapper du sous-marin endommagé. 2 autres hommes entrent dans l'écoutille de secours. Le tube se remplit d'eau et ils essaient d'ouvrir l'écoutille extérieure qui se bloque. Les hommes du sous-marin rouvrent l'écoutille intérieure pour extraire les corps de leurs camarades. Mais non seulement l'écoutille extérieure est coincée légèrement ouverte, mais maintenant ils n'ont plus l'énergie de lutter contre l'eau qui s'engouffre par l'écoutille intérieure pour la refermer. Alors que des tonnes d'eau envahissent le sous-marin, Thétis sombre à nouveau vers le fond marin. Une société privée de renflouement est appelée en renfort pour aider au sauvetage. Ils avaient proposé leur aide dès le début, mais furent d'abord refusés. Les plongeurs expliquent à la marine qu'ils peuvent découper la coque et faire passer un tuyau d'air dans le navire. Cela permettra de gagner du temps pour élaborer un plan plus complet. Mais la marine ordonne aux plongeurs de renflouement de ne pas découper la coque. Le navire peut être sauvé, mais seulement s'il reste structurellement intact. Peu après minuit, le 3 juin, les proches qui attendent sur le rivage apprennent qu'il n'y a plus d'espoir pour les 99 hommes encore dans le sous-marin. Le 4 juin, la décision est prise de remorquer le Thétis, avec son équipage toujours à l'intérieur, vers des eaux peu profondes afin de récupérer leurs corps. Sur les 103 hommes qui ont embarqué à bord du HMS Thétis, seuls 4 survivent. L'enquête officielle conclut qu'aucun accident similaire n'avait eu lieu auparavant, rendant l'issue imprévisible. Sans pouvoir prévoir l'issue, personne n'est tenu pour responsable. Et si personne n'est responsable, il n'y a pas de responsabilité et les familles qui ne reçoivent aucune indemnisation. Le Thétis est renfloué et préparé pour le service actif. Il est renommé Thunderbolt et envoyé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 14 mars 1943, la corvette italienne Ciconia ouvre le feu et coule le Thunder.